Oui, vous êtes bien sûr chez Nous venons du futur, cette fois en version française. Je vous invite à écouter l'histoire incroyable d'un homme qui a été un des capitaines de l'industrie française. Christian Dervelois a été un des symboles de l'industrie textile en France qu'il a quitté pour s'installer et investir en Roumanie. Il est arrivé à Bucarest quelques années après la chute du régime communiste en 1989 et il a acheté Arta Graphica en 1993. L'ancienne typographie, qui avait été le fleuron des typographies roumaines à l'époque communiste, était à l'état de ruine. Christian Dervelois a eu le courage de prendre le taureau par les cornes et d'investir dans un pays sorti à peine de l'économie socialiste. En 2007, il a construit une typographie toute neuve et transformé l'ancienne Arta Graphica en un centre d'affaires qui a aussitôt fait la différence sur le marché roumain. À l'époque où de nombreux Roumains rêvaient de partir à l'Ouest en quête d'une vie meilleure, Christian Dervelois a fait le chemin inverse. Il a quitté l'Ouest pour l'Est de l'Europe. Cet homme doué en affaires est aussi un passionné de la mer qu'il a sillonné sur plusieurs bateaux et il a une histoire très intime qui le lie au peintre d'origine roumaine Victor Brauner. Christian Dervelois est riche en histoire et pourrait faire le sujet d'une collection du genre Mille et une nuits. Nous l'avons invité chez Nous venons du futur pour nous témoigner de cette fresque franco-roumaine dont est faite sa vie. C'est grâce à des personnages comme lui, souvent des étrangers, que la Roumanie a pu avancer et devenir le pays d'aujourd'hui avec des perspectives fleurissantes. Christian, bienvenue dans le futur, plus précisément dans le podcast Nous venons du futur. Et je te propose qu'on commence par le commencement, ton enfance. Raconte-nous un peu de quoi a été faite ton enfance. Alors, c'est évidemment un domaine assez intime que d'habitude dont je ne parle pas d'habitude, mais puisque tu me poses la question, Mireille, je réponds bien volontiers. Et je pense que ce qui a joué un rôle important dans mon enfance, très curieusement, bizarrement, c'est le fait que mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune, à l'âge de 5 ans. Et ceci a eu pour conséquence que dans la période des études primaires et secondaires, donc entre 5 ans et 17 ans, j'ai été élevé, non pas par un de mes parents, mais par ma grand-mère. Bon. Et donc, je pense que ça a joué un rôle important dans la formation de ma personnalité, parce que ça m'a certainement créé chez moi une sorte de volonté de prouver mes qualités intrinsèques. Merci d'avoir répondu aussi spontanément à cette question intime. C'est vrai qu'en enfance, pendant l'enfance, il nous arrive des choses qui vont nous formater plus tard. Et je pense que cette volonté de réussir peut avoir ses racines là-bas. Tu es arrivé à faire une super école, la Polytechnique. Raconte-nous un peu cette distance entre l'enfance et l'école, ton adolescence, tes découvertes pendant les adolescences et le chemin que tu as fait pour intégrer la Polytechnique, qui est une très grande école en France. Oui, alors, bien sûr, pour intégrer Polytechnique, je dirais qu'il faut d'abord avoir des dispositions naturelles et être doué pour, entre autres, les mathématiques et la physique, qui sont la base de l'enseignement et du concours d'entrée à Polytechnique. Ça, c'est une chose. Mais il faut aussi quand même pas mal travailler. Je connais parmi mes camarades d'école, il n'y en a pratiquement aucun qui a réussi sans travailler. Bien sûr, certains ont beaucoup travaillé, d'autres ont moins travaillé parce qu'ils étaient davantage doués. Moi, je dirais que j'étais un peu un mélange des deux. J'étais doué, mais j'ai aussi beaucoup travaillé. Et c'est un de mes principes un peu dans la vie, c'est que quand on entreprend quelque chose, l'important, c'est de faire le meilleur de soi-même. Do your best, comme diraient les Américains. Christian, merci d'avoir répondu à cette question assez intime. Donc, l'enfance. Ensuite, les études, ça a donné quoi ? Alors, les études, très très vite, comme j'étais doué pour les études, avec de très bonnes notes, naturellement à l'époque, dans les années 60, fin des années 50, années 60, le parcours d'excellence, quand on était bon, c'était de faire Polytechnique. Et donc, pour moi, je ne me suis pas beaucoup interrogé sur ce que j'allais faire, parce que naturellement, mes parents, mes professeurs m'ont dit « Christian, tu as la capacité de faire Polytechnique, tu dois essayer de faire Polytechnique. » Donc je suis parti dans cette direction. Comme j'avais de très bonnes notes, j'étais pris sans problème dans les meilleures prépas. J'avais le choix entre Louis-le-Grand, Saint-Louis et Sainte-Geneviève à Versailles. J'ai pris Sainte-Geneviève, dite Ginette, à Versailles, parce qu'on y est pensionnaire et que c'était plus simple pour moi d'être pensionnaire.
Et j'ai intégré Polytechnique dès mon premier concours, dans ce qu'on appelle en 3,5, ce qui est plutôt inhabituel à l'époque. Voilà, donc j'ai eu un cursus, on va dire, scolaire rapide, brillant, mais fait quand même de beaucoup de travail, avec une implication très très forte pour moi dans les études, qui a été vraiment mon centre, je dirais, majeur, essentiel d'intérêt dans toute cette période scolaire et d'études supérieures. Est-ce qu'il y a eu des disciplines qui t'ont touché plus que d'autres? Finalement, tu as débarqué à la Polytechnique plus tard, mais oui, qu'est-ce qui t'a poussé? Oui, bonne question, Mireille. Curieusement, j'étais aussi doué en français qu'en mathématiques. Et d'ailleurs, ça s'est concrétisé parce qu'en dehors d'avoir été reçu à Polytechnique, j'ai eu aussi, en 1959, le premier prix de dissertation française au concours général. Bon. Donc voilà, ça a été pour moi une grande satisfaction parce qu'on est en concurrence avec la France entière dans une discipline et si on a le premier prix, bon, il y a un facteur bien sûr de chance qu'un sujet qu'on maîtrise bien, ce qui était mon cas, le sujet était un sujet que je connaissais parfaitement et qui m'a certainement permis de faire une copie brillante. Mais quoi qu'il en soit, voilà, j'étais donc dans presque toutes les disciplines. Mais ma plus mauvaise discipline, il faut quand même l'avouer, c'était l'éducation sportive. C'est là où j'avais les notes les plus faibles. C'est intéressant, on va revenir sur tout ça parce que tu es aussi un passionné de golf. C'est intéressant. La Polytechnique, pourquoi la Polytechnique ? Alors, comme je te l'ai dit, parce que voilà, à l'époque, le parcours d'excellence pour les élèves, on va dire, doués, capables de faire de très bonnes études, c'était de faire Polytechnique. Avec, à Polytechnique, en fait, deux destinations possibles. Soit on restait dans le service de l'État, et c'était le cas à peu près à l'époque, dans les années 60, des 2/3 des élèves, et on devenait un fonctionnaire important avec des postes élevés dans l'État, quitte à quitter l'État un peu plus tard, bien sûr, où il y avait la possibilité, déjà à cette époque, de démissionner en fin d'études. Et si on le voulait démissionner, il fallait payer ses études à l'État, ce que j'ai fait. Moi, je voulais aller dans le secteur privé, donc j'ai démissionné, j'ai payé mes études et je suis rentré, après Polytechnique, dans le secteur privé, parce que je me voyais tout de suite rentrer dans le monde des affaires. C'est le monde des affaires qui m'attirait. Mon père lui-même avait développé sa propre société et donc j'étais dans cet univers du monde des affaires, j'étais attiré par ce monde. Et comment tu as évolué dans ce monde des affaires à l'époque ? Alors, bon, j'ai eu, pendant 2-3 années, j'ai un petit peu cherché ma voie et finalement j'ai eu une opportunité qui s'est présentée en 1968 de rentrer dans un groupe textile important qui était à l'époque le groupe Prouveau parce qu'un de mes meilleurs amis en était l'un des actionnaires et dirigeants et il m'a proposé de venir diriger le groupe avec lui, ce que j'ai fait à partir de 68 et j'ai eu une carrière importante dans ce groupe qui ensuite a évolué, qui a changé un peu de forme et d'actionnariat. J'en suis devenu un des actionnaires importants. Et ça s'est passé entre 1968 et 1991. Voilà. Donc 23 ans consacrés à ces activités dans une industrie difficile où il a fallu gérer beaucoup de problèmes. Et puis après la concurrence des pays, notamment d'Asie, qui est devenue à partir du début des années 80 pratiquement insupportable pour tout le secteur textile qui, comme tu le sais, ensuite s'est complètement restructuré et voire a pratiquement maintenant disparu du paysage industriel français et en général d'ailleurs en Europe. En quelque sorte, si je comprends bien, tu étais arrivé au point où tu avais besoin de te réinventer en quelque sorte en affaires parce que bon, ce secteur était déjà en difficulté. Comment tu as vécu ce moment, ce retournement de situation? Comment tu t'es projeté dans l'avenir à un moment où l'industrie textile, c'est clair qu'elle avait beaucoup de problèmes? Oui, si tu veux, je pense que dans ce type de situation où on sait que c'est difficile, par rapport à un état des lieux qui est ce qu'il est, il faut essayer de prendre, on va dire, les meilleures décisions possibles, même si elles sont quelquefois un peu difficiles, douloureuses. Néanmoins, en tant que chef d'entreprise, responsable de société, il importe de prendre les bonnes décisions pour les sociétés dont on a la responsabilité. C'est ce que j'ai toujours cherché à faire. Voilà. Et donc, dans le cas de ces activités, il fallait s'adapter en permanence à un marché qui était en déclin, en régression, à cause, bien sûr, de la concurrence des importations et qui, comme je l'ai dit, a conduit pratiquement à l'attrition, voire à la fermeture de la plupart des entreprises de ce secteur dans les années 80-90.
Et comment tu t'es réinventé en affaires? Parce que c'est pas évident. Bon, donc moi je suis sorti en fait de ces activités en deux étapes. Une première étape en 1988 où j'ai vendu la moitié de mes sociétés, et une autre étape en 1991 où je me suis séparé du reste de mes activités dans le secteur textile. Et donc ça explique ma venue en Roumanie, parce que en 1991, j'étais bien évidemment beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui, trop jeune pour arrêter de travailler, ayant envie encore de faire des choses. Et donc j'ai réfléchi avec mon épouse à quels étaient les secteurs dans lesquels j'avais envie de travailler, et surtout quel type en fait de société. Et après avoir dirigé un groupe important, je ne me voyais pas reprendre le même type d'activité, ce que j'aurais pu faire à l'époque. J'avais eu des possibilités de responsabilité d'une même nature que celle que j'avais exercée, mais j'avais envie de faire quelque chose de différent et plus personnel, en m'investissant à titre personnel dans des affaires moins importantes, soit à développer, soit à redresser. Et avec mon épouse, on a dit, on va essayer de faire ça ensemble, parce qu'on est très complémentaires. Tu connais mon épouse, moi je suis ingénieur de formation, je suis resté un peu ingénieur, on va dire, dans ma mentalité de ma vie d'homme d'affaires. Mon épouse est avocate de formation, elle est restée avec une excellente compétence et juridique. Et donc, ingénieur plus juridique, c'est une très bonne combinaison pour monter, reprendre des affaires, les développer. Et on s'est dit, on va faire ça tous les deux. Et c'est ce qu'on a entrepris à partir de 1991. Concrètement, comment ça s'est passé, ton arrivée en Roumanie, ton installation ici? On sait bien qu'en 89, les régimes communistes tombaient comme des mouches en Europe de l'Est. La Roumanie sortait d'une époque communiste assez compliquée. C'était un pays en ruine, il faut le dire. Et Arta Graphica, le siège d'Arta Graphica, je me souviens à l'époque, c'était vraiment une ruine. Raconte-nous comment ça s'est passé, ton installation et ta décision, comment tu as pris la décision d'investir et de vivre en Roumanie. Oui, alors d'abord, la Roumanie ne s'est pas imposée tout de suite comme le premier choix. Notre réflexion a d'abord été de dire qu'est-ce qu'il est intéressant de faire dans les années 90, 91, 92. Et deux secteurs nous sont apparus intéressants. Le secteur immobilier en France, où on a effectivement repris une société en difficulté qu'on a redressée depuis, bien sûr, très vite. Et puis, en discutant avec des hommes d'affaires, des banquiers, des avocats, des notaires, tout le monde vous disait « Oui, mais Christian, il faut que tu ailles voir dans les pays de l'Est ». On était en 91-92, 1 an, 2 ans, 3 ans après la chute du communisme, et tout le monde disait à juste raison, il y a des opportunités d'investissement dans les pays de l'Est, il faut aller voir, c'est maintenant que le train passe, c'est un train qui ne passe qu'une fois, et il fallait y aller pour monter dans le train. Donc, nous sommes venus dans les pays de l'Est, on a visité un certain nombre de pays, pas la Pologne, on a écarté la Pologne parce que beaucoup de groupes voulaient investir en Pologne. On s'est dit, les prix vont être élevés, il ne faut pas aller en Pologne. On a été par contre en Hongrie, en Bulgarie, en Tchécoslovaquie, en Roumanie. On a fait une première affaire en Tchécoslovaquie, à Prague, que nous avons revendue depuis dans le secteur immobilier. Et puis, on est venu ensuite en Roumanie. Notre premier voyage en Roumanie s'est fait en juin 1992. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ce dont je me souviens, c'est la découverte de la ville de Bucarest. On avait le sentiment de venir dans une ville totalement endormie, sous une chape de plomb. Il n'y avait personne dans les rues. La lumière dans les rues le soir s'arrêtait, je crois, à 9h ou 10h du soir. Les hôtels étaient pratiquement vides. Il fallait amener son savon dans les hôtels parce qu'il n'y avait pas de savon dans les hôtels, etc., etc. Bref, c'était encore vraiment une situation, on va dire, de disette absolument étonnante au niveau de ce pays, dans tous les domaines. Et ça nous a évidemment beaucoup frappé. Ça a été notre première impression en débarquant à Bucarest en juin 1992. Mais ensuite, par relation, très vite, on a eu un réseau de relations en Roumanie. Et ces premières relations avec des hommes et des femmes roumaines que nous avons eues nous ont fait très vite découvrir, je dirais, les qualités des personnalités roumaines. Qualité, je dirais d'abord, d'un niveau intellectuel tout à fait remarquable.
Je pense que beaucoup de choses ont été sacrifiées durant la période communiste, mais indiscutablement, le niveau d'études et d'éducation des Roumains durant cette période était resté à un niveau élevé. Bon. Donc ça nous a tout de suite frappé. Ensuite, bien sûr, frappant à l'époque, en 92, la francophonie des Roumains. 25% des Roumains parlaient français. Quand tu débarques en Roumanie, après avoir été en Hongrie, où c'est difficile de trouver quelqu'un qui parle français, tu es quand même impressionné de tomber sur un pays de l'Est où 25% de la population parle roumain, dont des chauffeurs de taxi, des serveuses dans les magasins, etc. Bon. Mais plus important, parce que ça c'est un peu anecdotique, le côté les Roumains qui parlaient français à l'époque. Plus important, c'est que derrière, il y a cette francophilie des Roumains et de la Roumanie pour la France. Et il faut venir en Roumanie pour l'apercevoir, car quand tu es en France et que tu discutes de la Roumanie, tu n'as pas la même vision, et les Français n'ont pas la même approche par rapport à la Roumanie que les Roumains ont par rapport à la France. Bon. Et ça, moi, ça m'a énormément frappé, et mon épouse aussi, parce qu'on s'est dit, si nous investissons dans ce pays, à un moment ou à un autre, on aura besoin de conseils, on aura besoin d'aide, on a des gens qui vont travailler pour nous, il faut qu'on puisse s'entendre avec eux, facilement, qu'on parle un peu sur la même façon de comprendre les choses, de parler, etc. Et tout de suite, on a senti que cela existait avec les Roumains et on n'a pas trouvé la même chose dans les autres pays de l'Est. Et donc, ça nous a incité à dire, on va privilégier d'abord un investissement en Roumanie. Et vous avez investi, vous avez acheté Arta Graphica, qui a été le fleuron des typographies roumaines à l'époque communiste. C'est vrai, c'était un bâtiment en état de ruine, hein, il faut le dire. Pourquoi tu as fait ce choix? Tu aurais pu investir dans d'autres domaines. Qu'est-ce qui t'a amené chez Arta alors Graphica? on a effectivement regardé pas mal de sociétés, dont c'était normal, des sociétés dans le secteur textile, puisque j'avais une expertise dans ce secteur, mais l'état des sociétés textiles roumaines en 1992 était tellement désastreux que tu en ressortais immédiatement en te disant il ne faut absolument pas mettre un centime dans ces affaires. Bon, donc là, on a éliminé ce secteur. Après, on a regardé différents secteurs. Et puis, on a eu connaissance que cette société Arta Graphica allait être privatisée et elle a fait partie des 27 premières sociétés roumaines privatisées, décision prise par le gouvernement de Stolijan en 1992. Bon. Il ne faut pas croire qu'à l'époque, il y avait peu de gens qui étaient. Il y avait déjà des investisseurs comme nous qui venaient en Roumanie, peut-être plutôt, on va dire, des investisseurs personnes physiques que des grands groupes. Hein. Les grands groupes avaient une réticence par rapport au fait d'investir en Roumanie à cette époque. Mais des investisseurs individuels comme nous, c'est-à-dire des Italiens par exemple, des Israélites, se disaient non, c'est un pays avec lequel on a des liens historiques, ça vaut la peine d'investir, on va venir, on va investir. On a fait la même démarche. Donc on a regardé le dossier Arta Graphica et ce qui nous a frappé dans Arta Graphica, c'est la société était un désastre sur le plan industriel, comme tu l'as évoqué, mais elle avait une excellente réputation, le meilleur imprimeur de Roumanie pour les beaux livres, pour les livres d'art en particulier. Donc on s'est dit, oui, il y a au moins un savoir-faire et il y a une reconnaissance des qualités de la société. Et puis on s'est dit, c'est une imprimerie, la Roumanie est un pays éduqué, il y aura toujours un marché pour l'imprimerie en Roumanie. Voilà. Donc on a dit, OK, sur l'imprimerie, il y a un marché. Bon. Et puis, dernière considération, l'imprimerie était à l'époque dans le centre de Bucarest, Calea Șerban Voda. On est à 200 mètres de Piața Unirii, donc très très proche du centre historique de Bucarest. Nous savions, et je savais en tant qu'industriel, qu'on ne peut pas laisser une usine dans le centre d'une grande ville, d'une capitale, qu'il faudrait la déplacer à la périphérie de Bucarest, mais qu'on pourrait ensuite reconvertir le site historique à l'époque, on avait déjà imaginé de faire des bureaux, mais c'était très lointain comme perspective. Voilà. Et donc, en mettant tout ceci bout à bout, on s'est dit, oui, on peut prendre le risque d'investir sur cette société. Et donc, nous avons décidé de participer à cet appel d'offres en 1992. Il y a eu à l'époque 7 candidats qui ont participé à l'appel d'offres. 7 candidats. Hein, bon. Et nous avons gagné l'appel d'offres à la loyale. Mais il faut savoir que pour reprendre une société en 1992, dans le cadre d'une des premières privatisations,
l'État roumain imposait aux repreneurs de nombreuses contraintes qu'après, bien évidemment, il a éliminées parce qu'il s'est rendu compte que c'était complètement contre-productif de mettre tellement de contraintes aux gens qui venaient pour investir dans une société en Roumanie et qui allaient contribuer au développement de l'économie du pays. Je te donne quelques exemples. Première contrainte, il fallait conserver l'activité d'imprimerie pendant 20 ans. Donc quiconque aurait acheté cette affaire uniquement pour l'immobilier, pas possible. Deuxièmement, si tu revendais l'activité immobilière pendant ces 20 premières années, tu allais être pénalisé avec une fiscalité confiscatoire de 100%. Voilà. Troisièmement, il fallait garder le personnel pendant 2 ans, la totalité du personnel. Et quatrième condition, qui existait aussi à l'époque, il fallait donner au personnel 30% du capital. Et nous avons respecté ces 4 conditions, voilà, sans problème, puisque mon plan était de développer l'imprimerie d'un côté et reconvertir éventuellement le site historique en bureau, donc de garder les 2 activités, de les développer et d'y investir. Donc je n'avais pas de problème d'accepter ces conditions. Mais ça te montre à quel point investir en 1992-93 dans une société privative qui allait être privatisée en Roumanie était quand même difficile et avec beaucoup de contraintes qu'il fallait bien évidemment respecter. Impressionnant. Et comment a évolué cette affaire Alors, on a respecté, on va dire, le plan que nous avions imaginé en 1992-93. Et je peux faire un petit commentaire si tu veux à cette occasion. Je crois que c'est un peu une leçon à tirer des affaires. Moi, je dis dans les affaires, il faut un business plan. Il faut savoir où on veut aller. Mais il faut aussi savoir que les choses se passent rarement comme prévu et conformément au business plan que l'on fait. Et à cet égard, Artagraphica, c'est un cas d'école. Parce qu'on avait un business plan en 1993, on a exécuté le business plan, mais ça ne s'est pas exactement réalisé comme prévu. C'est-à-dire, premièrement, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Nous n'y sommes pour rien. C'est dû simplement au fait que l'évolution économique, législative de la Roumanie s'est faite beaucoup plus lentement qu'on ne le pensait, pour des raisons essentiellement, on va dire, politiques. Voilà, bon. Et le vrai décollage de la Roumanie est intervenu, j'estime, à partir de la fin des années 90, début des années 2000. Voilà. Et il y a eu 7-8 ans pendant lesquels, concrètement, il ne s'est pas passé grand-chose. Bon. Donc il y a un facteur temps qui s'est trouvé inévitablement allongé, premièrement. Deuxièmement, ça a représenté beaucoup plus de travail que prévu. L'implication que nous avons dû mettre pour exécuter notre plan, faire marcher la société, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Troisièmement, bien évidemment, en termes d'investissement financier également, les investissements financiers que nous avons prévus au départ, les budgets ont été dépassés, il faut avoir le courage de remettre à ce moment-là de l'argent pour dire on ne croit qu'à mon plan, on va arriver, et c'est ce qu'on a fait, et on est content de l'avoir fait. Et puis, il a fallu ensuite, bien sûr, s'adapter, si tu veux. Je prends un exemple, c'est au niveau de l'imprimerie. L'imprimerie Artagraphica, Imprimeria Artagraphica, était plutôt spécialisée sur la production de livres d'art ou de beaux livres, on va dire un peu haut de gamme. C'est un marché qui, après étude, s'est révélé un peu étroit pour correspondre à une activité d'une imprimerie d'une certaine taille. Donc il a fallu identifier un marché. On a regardé, on a fait des études de marché, et on a trouvé un marché qui nous est paru très intéressant. C'est le marché des agendas, notebooks, calendriers, identifiés, personnalisés pour les clients, type publicitaire, qui sont en plus très développés en Roumanie parce que il y a une tradition on va dire de fin d'année en Roumanie, notamment d'offrir à ses partenaires un cadeau personnalisé au nom de l'entreprise. Et l'agenda répond parfaitement à ce type de définition. Et donc on a identifié dès les années 95-96 ce marché. Nous avons décidé de nous spécialiser sur ce marché en achetant les équipements nécessaires, en achetant les matières premières, en faisant venir des techniciens français au départ, qui nous ont aidés à transférer le know-how vers les collaborateurs de la société. Et donc, on a pris ce marché très tôt, dans les années 96-97, et on est devenu très vite le leader incontesté en Roumanie de ce marché. Nous le sommes toujours aujourd'hui.
Et à partir de là, on a développé à partir de 2000 l'exportation, où on a très bien réussi sur le marché français. Et donc, c'est devenu le core business de Imprimeria Artagrafica. Et ça a été d'excellents choix que l'on a faits et qui ont permis aussi à l'imprimerie de bien réussir durant toute cette période. C'est en 2007, l'année où la Roumanie a intégré l'Union européenne, que tu as décidé de construire une nouvelle imprimerie, une nouvelle typographie en marge de Bucarest, enfin juste à l'entrée de Bucarest. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'ancien siège, sur l'ancien site d'Artagrafica, puisque maintenant la typographie est ailleurs? Oui, alors en fait, la décision a été prise un peu plus tôt, elle a été prise en 2005, puisque la décision d'intégrer la Roumanie à l'Union européenne a été prise en 2005, et c'est au 1er janvier 2007 que juridiquement, la Roumanie a fait partie effectivement de l'Union européenne. Et donc, dès que nous avons connu la décision en 2005, nous nous sommes dit, c'est le moment de créer la nouvelle usine. On avait ce projet depuis plusieurs années parce que, comme je te l'ai dit, nous savions qu'on ne peut pas garder un site industriel dans le cœur d'une grande ville, d'une capitale. En plus, le site industriel en question, il était sur 3-4 niveaux. Aujourd'hui, une usine doit être sur un seul niveau et pas sur plusieurs niveaux. Les camions n'avaient plus accès dans le cœur de Bucarest. Enfin, toutes sortes de raisons qu'il fallait absolument en fait, prendre la décision de bouger l'usine. Et donc, dès que nous avons connu la décision que la Roumanie rentrerait dans l'Union européenne, on s'est dit, c'est le moment, il faut construire la nouvelle usine. Première étape a été de trouver un terrain. Parce que pour construire une usine, il faut un terrain important, notamment pour prévoir l'agrandissement éventuel futur de l'usine. Donc, et déjà à ce moment-là, en 2005, notre raisonnement, il était fait par beaucoup d'investisseurs qui venaient en Roumanie. Et donc, les terrains, il n'y en avait pas beaucoup de disponibles qui correspondaient à nos critères. Le prix des terrains a beaucoup augmenté durant cette période. Et je dirais, le plus difficile a été de trouver le bon site industriel sur lequel on pouvait construire la nouvelle usine. On l'a trouvé en 2005, on l'a immédiatement acheté. On a acheté au total 26 000 m² de terrain par des opérations compliquées. On a eu 3 propriétaires différents. Il a fallu faire des échanges de terrain. Enfin, comme tu sais, rien n'est simple en Roumanie ou ailleurs. Bon, donc, ça a été fait. Immédiatement, on a construit la nouvelle usine. On a décidé de ne pas faire appel aux fonds européens, alors qu'on aurait pu à l'époque faire appel aux fonds européens, et on a eu raison de le faire, parce que si on avait voulu avoir accès aux fonds européens, on aurait probablement perdu au moins 2 années, compte tenu des lenteurs avec lesquelles la Roumanie, à l'époque, attribuait les fonds européens. Comme tu t'en souviens, c'était le début de l'attribution des fonds européens à la Roumanie a été une période de grande désordre, cacophonie, pendant lesquelles l'édition n'était pas prise, et donc ça aurait retardé de beaucoup notre décision. On a dit non, nous il faut construire l'usine maintenant, le marché est là, il faut le prendre, on construit la nouvelle usine. Et simultanément, on a dit l'ancien site de l'usine, 133 Kala Sherban-Voda. Nous avions déjà fait une première transformation en bureau sur une partie des bâtiments. Le reste des bâtiments, ils sont très adaptés pour faire des bureaux. On va les transformer en bureaux, on va les louer. On a mené en parallèle, en fait, avec la construction de l'usine, cette transformation. Une période un peu compliquée où on poussait l'usine dans un coin pour faire de la place pour les bureaux, etc. Mais ça s'est très très bien passé. Et tout de suite après, on a démarré cette opération de bureau à Sherban-Voda et qui s'est très bien passé, qui se déroule très bien, et on est très satisfait d'avoir fait cette double investissement et dans l'imprimerie et dans cette opération de bureau dans le centre de Bucarest. C'était le plan que nous avions en 1993, mais comme tu vois, il a mis un certain temps à s'exécuter. Cette expérience roumaine, on parle maintenant de business, dans les expériences que tu as vécues en Roumanie, un pays pas facile, mais un pays qui en même temps s'est développé assez rapidement ces dernières années. Comment tu as vécu ton expérience de business en Roumanie? Alors je pense que j'entends souvent dire que tout est compliqué, tout est difficile, que l'administration est tatillonne, etc. Mais moi, j'ai une expérience binationale dans le business, puisque j'ai depuis longtemps des affaires en France, et j'en ai encore maintenant.
Et donc, constamment, je compare ce qui se passe en Roumanie avec ce qui se compare en France. Et la conclusion à laquelle j'arrive, c'est que ce n'est pas plus difficile en Roumanie qu'en France. Simplement, il faut comprendre qu'il y a effectivement des règlements spécifiques à la Roumanie, il faut les respecter, il faut les appliquer, mais si on le fait, on arrive en fait à exécuter ce que l'on veut exécuter en Roumanie, mais il ne faut pas se dire ce qui marche en France va marcher en Roumanie. Il faut s'adapter parce que les règles ne sont pas rigoureusement les mêmes. Hein, et quelquefois, si on se dit ça marche en France, je fais la même chose, on peut aller au-devant de déconvenus parce qu'en réalité, ce n'est pas la même chose qui marche. Les règlements peuvent être un peu différents, le comportement des individus peut être également différent. Donc il faut s'adapter. Et si on s'adapte, moi je considère qu'il n'y a pas de difficulté majeure à investir, gérer, diriger des affaires en Roumanie. Je t'écoutais, je me disais que le business, finalement, ça peut être aussi une sorte de voyage qu'on fait dans notre vie professionnelle. Et j'ai pris cet angle-là parce que je sais que tu es aussi passionné par des voyages sur la mer. Tu es un passionné de la mer, tu es un passionné des bateaux. J'ai vu un certain nombre de photos de tes archives personnelles et j'étais impressionné de te voir sur tous les mers, sur toutes sortes de bateaux. C'était vraiment impressionnant. J'avais l'impression que tu avais vécu 5 vies. Explique-nous, qu'est-ce que c'est que cette passion pour la mer? Alors c'est une passion qui m'est venue très très jeune, en fait, vers 12-13 ans. À l'époque, mes parents, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, ont décidé de m'envoyer en Angleterre pendant un mois et demi l'été. Voilà, bien sûr pour apprendre l'anglais théoriquement, mais tout le monde sait qu'à l'époque on rencontrait beaucoup de Français en Angleterre et on parlait plus français qu'anglais. Ceci étant, durant ce séjour, l'un de ces séjours en Angleterre, qui se passait dans l'île de Wight, j'ai eu la chance de faire la connaissance d'un Français un peu plus âgé que moi qui était un passionné de voile. Et c'est très amusant parce que l'île de Wight, je vais là rappeler quelques références historiques. L'île de Wight, c'est l'île qui est considérée en Angleterre comme la Mecque de la voile. Pourquoi ? Parce que la ville principale, le port principal de l'île de Wight s'appelle Cowes, C-O-W-E-S. Bon. Et que s'est-il passé en 1851 à Cowes ? Ça a été l'arrivée de la goélette America, qui pour la première fois concourait avec les yachts du Royal Yacht Club de Londres, hein, dans une course autour de l'île de Wight, qui était extrêmement célèbre. Et les Américains avaient envoyé une goélette, puisque c'était l'année de l'exposition universelle de Londres. Et à la grande surprise de tout le monde, cette goélette a gagné la course. Et l'anecdote que l'on raconte est la suivante. La reine Victoria, qui attendait l'arrivée de cette course, voit arriver une goélette, demande à un de ses proches, Who is first, Majesty? America. Après, elle dit, Who is second? There is no second, Majesty. Tellement l'avance de la goélette America était importante sur la goélette anglaise. C'est cette course qui a donné naissance à la fameuse Coupe de l'America, qui, tu le sais, se court tous les 2-3 ans entre le Defender et le Challenger. Hein, il y a toute une histoire de la Coupe de l'America qui se déroule maintenant depuis plus de 150 ans, avec des histoires absolument passionnantes de régates, de bateaux, etc. Bon. Alors, je raconte cette histoire parce que j'ai eu beaucoup de chance en fait de découvrir en allant en Angleterre cet univers du monde de la voile. J'étais vraiment à l'endroit où il fallait être pour comprendre un peu ce qu'est cet univers du monde de la voile. Et moi, j'ai été fasciné par cet univers et j'ai noué à partir de ce moment-là une passion effectivement pour la voile, pour les bateaux. Et j'ai toujours fait, presque chaque année, j'ai eu des bateaux, j'ai fait beaucoup de croisières, j'ai loué des bateaux. Voilà, enfin ça a été une très très grande passion. Et c'est toujours une passion dans ma vie que les bateaux. Voilà. Et cette relation avec la mer, ça donne quoi? Parce que je suppose que tu as trouvé là-bas quelque chose que tu ne trouves pas sur Terre. Il doit y avoir quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Si on les mêle, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous attire là. Qu'est-ce que ça t'a apporté en fait? Oui, bien sûr. D'abord, je pense que la mer est au même titre que la montagne un des derniers grands espaces de liberté qui existent au monde. Quand tu es sur la mer, sur ton bateau,
tu as un sentiment de liberté, c'est-à-dire que c'est toi qui décides ce que tu fais, où tu veux aller, etc. Ça, pour moi, c'est le même sentiment que quand on est en montagne, face à l'immensité des montagnes. Ensuite, quand on fait référence au bateau, moi je pense la voile, bien sûr, hein, parce que le bateau à voile, c'est quand même assez extraordinaire. C'est le moyen de se déplacer avec uniquement la force du vent et d'utiliser cette force du vent intelligemment pour aller là où tu veux aller, y compris quand tu arrives à remonter contre le vent, etc. Donc c'est un sentiment très très plaisant, je trouve, de pouvoir utiliser cette force du vent à son gré pour aller où on veut sur mer. Ensuite, c'est un moyen qui permet de découvrir des endroits extraordinaires. Moi, j'ai fait beaucoup de croisières et à chaque fois, on découvre des endroits merveilleux que pratiquement sont accessibles qu'en bateau. Hein. Voilà. Et puis aussi, le bateau, c'est un univers où il faut être capable de faire preuve de capacité de décider. Parce qu'en fait, un peu comme dans le business, les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu, la météo n'est pas toujours au rendez-vous, etc. Il faut s'adapter. Donc je pense que c'est une combinaison de tout ça. Et puis après, c'est le charme d'être à plusieurs sur un bateau, de s'entendre très bien, de partager cet univers. Et entre autres, on a fait beaucoup de croisières avec nos enfants. Hein. C'était pour des moments merveilleux que de les voir avec nous. Voilà, toutes les grandes croisières qu'on a faites, on avait des enfants avec nous, bien évidemment, pour partager cette... voilà. Et notre meilleur souvenir, puisque je vais rattacher ça, tu vas voir, avec l'île de Wight, c'est que c'est assez extraordinaire. À un moment, on allait chaque été aux États-Unis, dans une île au nord des États-Unis qui s'appelle Mount Desert Island, qui est juste à la frontière du Canada, hein, dans l'État du Maine. Et là encore, c'est un peu comme l'île de Wight, c'est la Mecque de la voile pour les États-Unis, c'est-à-dire que tous les Américains fortunés qui adorent le bateau ont des maisons là-bas. Bon, c'est un univers très très spécial. Et puis, on a eu la chance, parce qu'on allait là-bas tous les ans pendant un certain nombre d'années, de pouvoir, une année, louer un bateau qui a été sélectionné pour la Coupe de l'Amérique en 1931, qui s'appelait Shamrock 5. Voilà. Donc pour moi, ça a été le plus extraordinaire souvenir que j'ai de mes croisières en bateau. C'est quand on a pu, en fait, être sur ce bateau et faire 2 semaines absolument extraordinaires dans des paysages qui sont absolument de toute beauté. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ce bateau Shamrock 5, tu sais que Shamrock veut dire trèfle en irlandais. Pourquoi ? Parce que ce bateau était sponsor, enfin c'était celui qui investissait pour ces bateaux, c'était Sir Thomas Lipton. Et il avait pris comme référence, comme un signe pour ces bateaux, le trèfle à 4 feuilles, d'où le nom Shamrock. Voilà. C'est intéressant. Tu as fait aussi une passion pour le golf. La mer t'a apporté quelque chose dans ton expérience business. Je suppose que le golf aussi t'a apporté quelque chose en tant qu'homme d'affaires. Ça pourquoi un sport comme le golf dans la vie d'un homme d'affaires? Au-delà du plaisir de jouer, évidemment. Alors, on peut faire un rapprochement, et je reprendrai ce que je disais tout à l'heure. C'est dans le golf, comme dans les affaires, ou comme dans les études, la devise, c'est « do your best ». Hein, faites votre meilleur. Tu es plus ou moins bon au golf, hein, selon les jours, selon différents critères. Mais néanmoins, ce que je trouve passionnant dans le golf, c'est qu'on essaie de jouer le mieux possible. Hein, et c'est ce qu'on fait. Le score est là pour montrer le résultat que tu fais, que tu sois seul ou que tu joues avec des partenaires. Et donc, c'est un sport où il y a un grand esprit, on va dire, de compétition et où tu essaies de jouer le mieux possible. Donc, c'est très motivant, c'est très entraînant. Ensuite, ça a d'autres avantages. C'est que, moi, je jouais beaucoup au tennis avec mon épouse, on jouait beaucoup tous les deux. Mais arrivé à un certain âge, c'est plus compliqué de jouer au tennis. Ça pose voilà. Enfin bref, le golf, tu peux continuer à un âge relativement avancé, c'est un gros avantage. Autre avantage, les golfs sont toujours dans des très beaux endroits. Hein. Le choix des emplacements des golfs est toujours judicieusement choisi par ceux qui investissent, qui créent, qui développent un golf, et ça a été vrai depuis, on va dire, très très longtemps. Et donc tu es dans un bel endroit, un bel environnement, en pleine nature. Voilà, je trouve que c'est plaisant, c'est très agréable. Je trouve beaucoup de plaisir.
On a une longue... Mais j'ai interrompu pendant une trentaine d'années le golf parce que j'ai donné la priorité aux affaires et il y a au moins plus de 30 ans pendant lesquels j'avais complètement levé le pied au golf pour privilégier les affaires. Et j'espère, là, avec le temps, retrouver un peu plus de temps pour le golf. Il y a beaucoup de passions sur ta liste. Au-delà des passions pour le sport, pour la mer, tu as fait une passion pour un peintre d'origine roumaine, Victor Brauner. Et il y a une histoire assez forte qui te lie à ce personnage. Raconte-nous, quelle est ta relation avec Victor Brauner? Alors, oui. Bon, d'abord, je situerai le fait que mon épouse et moi, on a toujours eu un attrait pour les artistes en général. Hein. Bon. Mais dans le cas de Victor Brauner, il y a effectivement une histoire tout à fait exceptionnelle, particulière, qui est la suivante. Il se trouve qu'au début du siècle dernier, au début des années 1900, ma grand-mère avait acheté une propriété à Varengeville. Varengeville, c'est un petit village à côté de Dieppe qui est connu parce que la plupart des peintres de la fin du XVIIIe ou début XIXe ont été à Varengeville, ont peint à Varengeville parce qu'ils trouvaient l'endroit absolument charmant. Le plus célèbre d'entre eux étant bien sûr Claude Monet qui a beaucoup peint cette côte au début des années 1900. Donc ma grand-mère a acheté cette propriété. Mon père en a hérité jeune. Il se trouve que moi qui suis né pendant la guerre, je suis né à côté de cette propriété et j'ai vécu mes premiers jours dans cette propriété, mes premières années dans cette propriété. Bon, donc ça a créé bien sûr un lien entre cette propriété et moi. Bon. Après, comme je t'ai dit, mes parents ont divorcé, j'étais chez ma grand-mère en 1900. Et alors après, tu vas voir, c'est là où l'histoire se devient étonnante. En 1961, mon père décide de vendre cette propriété familiale. J'étais assez triste, mais alors, à l'époque, hein, ton père décide de vendre la propriété familiale, tu t'y opposes pas. Tu dis, bon, c'est dommage, mais tu dis rien, hein, hop, silence. Bon, mon père vend cette propriété. Et qui achète cette propriété? Le peintre roumain Victor Brauner. Parce que Victor Brauner, à cette époque, venait d'avoir un certain succès au niveau de sa peinture, notamment aux États-Unis, en France. Et donc il commençait à faire un peu d'argent, alors que tu le sais, Victor Brauner a vécu très pauvre pendant très très longtemps, vraiment une vie très très dure pour lui pendant de très très nombreuses années. Et donc là, c'était un peu la consécration, il a un peu d'argent, il peut acheter une propriété dans un endroit mythique pour les peintres. Il achète cette propriété en 1961. Il meurt malheureusement pour lui peu de temps après, en 1966. Mais sa veuve, Jacqueline Abraham, décide de garder la propriété à laquelle elle était très attachée jusqu'à sa propre mort en 1986. En 1986, elle lègue la propriété et toutes les œuvres de son mari aux musées nationaux. Après, un galériste parisien a pu la racheter et nous, il se trouve qu'on se disait un jour ou l'autre, s'il y a la possibilité de reprendre une propriété à Varengeville, oui, on aime bien parce qu'on aime bien le coin et puis pour moi personnellement ça a un sens par rapport à mon enfance. Puis on apprend que cette propriété peut-être va être vendue. Donc on essaie de l'acheter, on arrive à l'acheter et donc il y a maintenant une vingtaine d'années, nous avons été en mesure de racheter cette propriété familiale qui maintenant est revenue dans le giron de la famille et dans laquelle Victor Brauner a donc passé, on va dire qu'il y a eu 25 ans de période braunérienne. Voilà. Alors il se trouve que entre deux, en 1993, on est venu investir en Roumanie. Et donc quand tu fais le lien entre une propriété qui a été marquée par la présence de Victor Brauner, nous-mêmes qui investissons en Roumanie dans nos affaires, notre intérêt pour les artistes et la peinture, naturellement, on s'intéresse à la peinture de Victor Brauner, hein, parce qu'on a une histoire personnelle avec lui. Et en plus, quand tu te dis, j'ai racheté une maison dans laquelle un grand artiste a vécu un certain nombre d'années, ça te crée une sorte de lien, on va dire, intemporel, enfin, qui n'est pas un lien réel, mais qui est... Hein, et tu te dis, ça m'intéresse et je veux essayer de mieux connaître ce peintre, de le comprendre, etc. Et donc, petit à petit, bah, tu regardes sa peinture, tu achètes quelques œuvres si tu en as la possibilité, tu lis des livres, etc. Et voilà, et donc ce lien avec Victor Brauner s'est créé comme ça, par cette combinaison, on va dire,
de Bronner qui a eu cette maison familiale et que nous avons pu racheter après. Et puis bien sûr le fait que nous soyons en Roumanie. Alors tout naturellement, on s'est dit, il faut mieux faire connaître Victor Bronner parce que en Roumanie en particulier, c'est un artiste qui était assez méconnu. Alors qu'il était très reconnu en France, aux États-Unis. Mais moi je vois très bien, quand on est arrivé en Roumanie et qu'on parlait de Victor Bronner, beaucoup de Roumains ne connaissaient pas Victor Bronner, sauf bien sûr les spécialistes dans les musées, les galeries, etc. Bon. Et donc nous nous sommes dit, on va essayer quand même modestement de contribuer à mieux faire connaître ce grand artiste roumain. Et donc chaque fois qu'on l'a pu, on a participé à l'organisation d'expositions. Quand on l'a pu, on a imprimé des catalogues. Voilà, donc on a tout après une histoire qui s'est développée autour de Victor Bronner. Alors, par exemple, en 2016, c'était le 50e anniversaire de la mort de Victor Bronner, puisque je l'ai dit, il était mort en 1966, donc 2016, 50 ans. Rien n'était organisé nulle part pour commémorer les 50 ans de sa mort. On parle avec le maire du village et je lui dis, écoutez, c'est quand même très dommage, il faut faire quelque chose. Il me dit, oui, mais je ne sais pas comment. Je lui dis, c'est simple, moi j'ai quelques œuvres, je vous les prête et vous faites une exposition locale. On a fait une exposition locale, là où Bronner a eu cette maison, qui a rencontré un immense succès parce que les gens en avaient entendu parler, mais ils ne savaient pas, ils n'avaient pas vu sa peinture, ils ont découvert sa peinture. Ensuite, en 2019, tu te souviens, il y a eu la saison croisée France-Roumanie. À l'occasion de cette saison croisée, nous avons parlé avec l'ambassadrice et le conseiller culturel et on leur a dit essayez de faire une exposition Bronner à l'occasion de la saison croisée. L'idée a germé, elle s'est développée et l'exposition Bronner de 2019 aurait dû être la grande exposition de la saison croisée. Donc nous avons dit nous allons faire le catalogue. On a fait le catalogue et on a prêté une œuvre pour cette exposition. Bon. Malheureusement, 3 semaines avant l'ouverture de l'exposition a été annulée, donc elle n'a pas eu lieu. Mais le catalogue est toujours là. Donc c'est un catalogue d'une exposition virtuelle, et comme je dis en plaisantant, c'est quelque chose qui aurait plu à Victor Bronner, qui était toujours dans le surréalisme. Le catalogue d'une exposition qui n'a jamais eu lieu et qui n'aura jamais lieu, voilà quelque chose qui lui aurait beaucoup plu. C'est clair, vu la personnalité de Victor Bronner, je pense que ça s'est passé voilà. Dans son style. Et alors, tu sais qu'en 2023, tu as eu Timișoara qui a été la capitale européenne de la culture. À nouveau, on a mis en avant la possibilité de faire une exposition Victor Bronner. Cette exposition a eu lieu à Timișoara, suivie de l'exposition Brancusi après. On a bien évidemment fait les 2 catalogues, parce qu'on est 2 très grands artistes roumains réunis dans la même ville à l'occasion du même événement. Je trouve que ça a été merveilleux pour Timișoara et pour la Roumanie. Et là, il y a eu un retentissement international indiscutable. Nous avons à nouveau prêté quelques tableaux, bien sûr, pour l'exposition de Timișoara. Et on a fait de même pour l'exposition qui vient d'avoir lieu à Bucarest. Enfin, il y a eu une exposition aussi en 2021 à Paris. Enfin, je pense que tout ça a beaucoup contribué à mieux faire connaître ce grand artiste. Et ça nous fait plaisir, si tu veux, parce qu'il le mérite. C'est indiscutablement un des grands artistes roumains du XXe siècle. Mais il y en a beaucoup d'autres. Nous, on s'intéresse entre autres beaucoup à tous les artistes de la période dite interbellique, c'est-à-dire la période 1918-1940, les 20 années entre les 2 guerres, qui a été une très très grande période, je considère, pour la Roumanie, avec un rayonnement, on va dire, culturel, politique, sociétal, économique extraordinaire. Et les artistes durant cette période, il y en a de très très grande qualité. Et on a une petite collection modeste de quelques-uns de ces artistes. Voilà, et ça nous passionne. C'est une de nos passions. C'est intéressant de voir comment il y a des liens qui sont tissés à travers le temps, parce que bon, tu es venu en Roumanie, tu ne savais pas que tu allais acheter la maison où a vécu le peintre roumain Victor Bronner. En même temps, c'est la maison où tu avais passé tes premières années de ton enfance. Il y a des liens comme ça, presque invisibles, qu'on ne voit pas et qui prennent sens à l'échelle d'une vie. La Roumanie, ça t'a apporté quoi au-delà du business? C'est un pays où tu as passé ces 31 dernières années. Ça veut dire quoi ce pays pour toi, au-delà du business? Alors, je pense que c'est enrichissant
de connaître d'autres pays que son propre pays. Je vois d'ailleurs, quand tu es en Roumanie, tu rencontres beaucoup d'expatriés, qui sont des Français souvent dirigeant des grands groupes français, qui souvent ont eu des responsabilités dans différents pays. Et quand tu discutes avec eux, tu te rends compte que toutes ces personnes qui ont vécu une partie de leur vie à cheval entre la France et d'autres pays, voilà, ils ont un regard très intéressant sur leur pays, le pays où ils sont, une curiosité aussi intellectuelle qui s'est beaucoup développée. Donc je trouve personnellement très enrichissant dans sa vie d'avoir cette expérience où on est à cheval sur deux pays. Et puis, bien sûr, naturellement, on regarde, on observe les comportements de chaque pays sur le plan sociétal, sur le plan politique, sur le plan familial, sur le plan religieux, enfin, dans toutes sortes de domaines. Et je considère que ça enrichit quelqu'un que d'être pas uniquement franco-français. Bon. Ceci étant, si tu me dis est-ce que je suis roumain ou français de cœur, je te répondrai sans hésiter, je suis français, mais j'ai une affection très forte pour la Roumanie et les Roumains. Et tu dirais quoi, notamment aux Roumains? Il y en a beaucoup parmi nous, parmi les Roumains, qui n'y croient pas vraiment à leur pays, il faut le dire. On a une mentalité, je dirais, assez défaitiste. On a une mauvaise image de notre propre pays et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas avancé aussi vite qu'il le fallait. Bref, tu dirais quoi aux Roumains qui ne croient pas vraiment à leur pays et qui pensent toujours que l'herbe est plus verte ailleurs? Alors d'abord, moi ce qui me frappe, si tu veux, c'est que c'est vrai, les Roumains sont sceptiques par rapport à leur pays, à sa situation, à son évolution. Mais d'un autre côté, ils sont très attachés à leur pays, y compris les Roumains que l'on rencontre à l'étranger. Nous, ça nous arrive souvent de rencontrer des Roumains en France. En plus, bien que les Roumains soient très doués pour les langues et parlent souvent le français à la perfection, néanmoins, comme nous, quand tu connais bien les Roumains, tu détectes tout de suite le petit accent qui va te dire « Oh, il y a une possibilité que cette personne soit roumaine ». Tu lui demandes « Ah oui, je suis roumain ». Et donc tu dis, bah, écoutez, moi j'habite en Roumanie parce que j'ai développé des affaires en Roumanie depuis 1993 et tu commences à parler de la Roumanie. Ils sont très contents de rencontrer quelqu'un comme nous qui est venu s'installer en Roumanie, qui a une opinion très positive sur la Roumanie et de partager avec une personne une discussion sur la Roumanie. Et en fait, le Roumain, c'est là où il y a un côté très paradoxal. Il est sceptique sur l'évolution de son pays, mais il est très attaché à son pays. Et je dirais qu'il est presque plus attaché, le Roumain, à son pays, la Roumanie, que ne le sont un peu les Français par rapport à la France. Alors je pense qu'il y a un attachement vraiment viscéral du Roumain vers la Roumanie, très très fort, qui est d'autant plus étonnant que c'est une construction, on va dire, politique, la Roumanie, qui est récente en termes d'entité telle qu'elle est aujourd'hui. Néanmoins, par la communauté probablement de langue et de culture, cet attachement est très fort. Donc, je pense que ça va rester. Et d'un autre côté, bien sûr, on constate la capacité extraordinaire des Roumains à d'une part quitter leur pays parce que quand ils trouvent que c'est leur intérêt ou pour leurs enfants, etc., et de s'intégrer et de s'adapter dans d'autres pays. Mais néanmoins, ils gardent cet attachement très fort à la Roumanie. Donc, personnellement, je pense que les choses vont évoluer dans le futur. Je pense qu'avec on va dire cette évolution de la Roumanie vers une économie moderne, développée, un pays qui s'intègre parfaitement au niveau de l'Union européenne. Je crois personnellement qu'il y aura probablement un certain retour des Roumains vers la Roumanie. En tout cas, nous, c'est ce qu'on espère, parce qu'on est toujours désolé de voir des talents qui quittent la Roumanie pour aller ailleurs. Et donc, je pense que j'espère qu'il y aura un certain retour vers une situation où les Roumains auront tendance à rester en Roumanie. En tout cas, je pense qu'ils peuvent en prendre le risque parce que nous, on est très très confiants sur le futur de la Roumanie. Alors, je pense qu'il y a vraiment des conditions qui sont réunies pour que le pays évolue bien au cours des prochaines décennies, qui est une raison auquel il faut se placer si on fait un choix de vie. La Roumanie a quand même bien évolué ces dernières années. C'est une évolution qui est visible. La ville de Bucarest, c'est pas seulement Bucarest. Il y a plein de grandes villes en Roumanie qui
qui se sont bien améliorés, le niveau de vie est quand même pas mal. Enfin, il y a plein de bonnes nouvelles. En même temps, on rêve toujours de l'Ouest, on pense toujours que c'est meilleur ailleurs. Mais je regarde ces jeunes générations qui arrivent et qui mettent en place beaucoup de start-up. Il y a une effervescence extraordinaire dans la jeune génération roumaine qui crée de nouveaux business. Pour toi, ces nouvelles générations, ces jeunes qui arrivent sur le marché, qu'est-ce que ça représente ? Je pense que c'est l'avenir de la Roumanie. L'avenir de la Roumanie, c'est effectivement la nouvelle génération qui arrive, qui crée des nouveaux business, qui est parfaitement intégrée dans l'économie moderne telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc là, les Roumains ont des talents indiscutables, avec des succès que l'on connaît. Et je pense que voilà, le futur de la Roumanie, il peut être vu de ce côté-là très très positif. Ceci étant, il y a encore, on le sait, si tu veux, une Roumanie qui est un peu une Roumanie à deux vitesses, avec des grandes villes et Bucarest, bien sûr, qui ont fortement évolué sur les 20 dernières années. Mais par contre, dans les campagnes, une évolution qui se fait beaucoup plus lentement. Et certainement, au cours des prochaines décennies, on va assister à ce qu'on a assisté dans les pays occidentaux, c'est-à-dire qu'il y aura moins de personnes qui vont habiter dans les campagnes, plus de personnes d'habitants dans les grandes villes. Il y a une modernisation en fait de la zone rurale en Roumanie qui va intervenir nécessairement au cours des prochaines décennies. Je pense qu'il y a une sorte d'équilibre qui se rétablit entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Parce qu'après la chute des régimes communistes ici, il y a une trentaine d'années, voire plus, c'était quand même, on était... au moins la Roumanie, c'était le mouton noir de l'Europe, quoi. Je dis ici, c'était la catastrophe. Mais l'ensemble de l'Europe ex-communiste, c'était quand même des pays qui avaient accumulé beaucoup de retard. On regardait toujours vers l'Ouest avec beaucoup d'envie, quoi. On voulait qu'on vive aussi bien qu'à l'Ouest. Aujourd'hui, on commence à vivre à peu près aussi bien qu'à l'Ouest. On n'est plus aussi loin que ça, quoi. Et je pense qu'il y a un équilibre qui se rétablit entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Pour toi, ça donne quoi, cette évolution ? Moi, je suis convaincu que dans le futur, l'Est de l'Europe va retrouver en fait le rôle qui était le sien à l'intérieur de l'Europe avant le communisme. Quand tu regardes l'histoire, cette période entre autres entre 1920 et 1940 que j'évoquais tout à l'heure, la période dite interbellique en Roumanie, quand tu évoques aussi, si tu prends la Hongrie, c'était le poids de la Hongrie à l'intérieur de l'Empire austro-hongrois avant la guerre 14-18. Bon, la Pologne, la même chose, pour ne prendre que les trois grands pays de l'Europe de l'Est, mais aussi les pays un peu moins importants. Je pense qu'il n'y a aucune raison pour laquelle ces pays d'Europe de l'Est ne retrouvent pas la place historique, sociétale qui était la leur avant le communisme. D'une façon ou d'une autre, ils vont le faire parce que dans ces différents pays, partout, il y a des populations extrêmement éduquées, volontaires, qui ont envie en fait de se tourner vers le futur et qui ont un peu, je dirais, tourné la page du communisme. Et puis, il y a eu des politiques dans ces différents pays qui, je pense, ont eu l'intelligence d'être assez libérales pour permettre la reconstruction d'une économie principalement privée dans ces différents pays, qui est quand même le fer de lance du bon fonctionnement de ces économies. Et grâce à tout ça, on voit très bien que ces pays ont très bien évolué depuis 20 ans, 30 ans, et il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Et je pense qu'on va constater à l'intérieur de l'Europe un poids relatif à l'intérieur de l'Europe des pays de l'Est qui va reprendre des positions par rapport à l'Europe de l'Ouest. On arrive à la fin de notre interview. Je serais curieux de savoir, après toutes ces années vécues en Roumanie, entre la Roumanie et la France, qu'est-ce qui t'a touché le plus ici ? Qu'est-ce que tu retiens ? Qu'est-ce que tu prends avec toi de ce pays où tu habites depuis 31 ans déjà ? Je pense que ce qui est le plus frappant, attachant, c'est la qualité des personnes que l'on rencontre et le fait que la Roumanie est vraiment un pays latin, par sa construction, son histoire, enfin toutes sortes d'évolutions qui expliquent cette situation,
Et donc, c'est vraiment un pays où pour nous, Français, qui sommes des Latins, on se sent de plein pied, très en phase, très à l'aise avec toutes les personnes que l'on rencontre. Et moi, c'est ça qui me frappe beaucoup dans la Roumanie, c'est cette qualité des personnes et le fait que cet esprit latin des Roumains que les Français ont aussi est quelque chose que l'on partage et qui permet, je dirais, de se comprendre, de s'estimer et de faire des choses ensemble, toujours avec, je dirais, un esprit très sympathique. Belle conclusion, Christian, merci d'avoir été avec nous. Chers amis, vous avez entendu Christian Dervelois, un capitaine de l'industrie française du textile qui a choisi de s'installer et d'investir en Roumanie il y a plus de 30 ans. Grâce à lui et à des personnages comme lui, la Roumanie s'en est bien sortie et a retrouvé son souffle. Vous venez d'entendre l'histoire en filigrane d'une légende de la relation franco-roumaine. Vous pouvez nous trouver à l'adresse neuvenimdinvitor.ro tout en un seul mot, neuvenimdinvitor.ro, c'est-à-dire nous venons du futur en roumain. Nous sommes également sur YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok et Facebook. Vous pouvez nous écrire à l'adresse neuvenimdinvitor@gmail.com. Nous attendons vos suggestions et idées pour des futurs invités du podcast Nous venons du futur. Vous nous dites qui vous voulez. Nous les invitons. Je suis Miral Bran et vous attends chez Nous venons du futur. Portez-vous bien et ne vous inquiétez pas, nous venons du futur et tout va bien.